Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis le régional de l'étape pour parler un petit peu des problèmes de santé, ayant beaucoup travaillé, beaucoup d'années passées à la fois dans la vie professionnelle, industrielle, vaccins et diagnostics, et puis depuis bientôt 10 ans sur la fondation un peu à travers le monde dans des pays dits émergents. Alors ma vision est celle d'un homme de l'ancien monde, je suis tout à fait conscient de cela, avec une vision sur le monde et sur la médecine et la biologie, vision paradoxale, à la fois je suis effrayé par certains aspects et puis très enthousiaste de l'autre. J'essaye de faire alterner mon enthousiasme et mon pessimisme, en espérant comme de toujours laisser la priorité à l'optimisme de la volonté sur le pessimisme de l'intelligence. Ce que je constate aujourd'hui, très simplement, c'est que quand je suis né, nous étions 2 milliards d'habitants sur la Terre, aujourd'hui c'est 8 milliards d'habitants, que ces 8 milliards se sont répartis dans des pays qui ne sont plus l'Europe, et que l'habitat qui était rural est devenu urbain. Et quand je parle d'urbanisation, je ne parle pas de Lyon et de Grenoble, je parle de Bamako, de Port-au-Prince ou de Tananarive, où vraiment vous avez des bidonvilles qui sont aux portes des villes et qui amènent, je dirais, une explosion non seulement de la démographie, mais également des risques de mon métier, c'est-à-dire des maladies infectieuses qui réémergent. Lorsque il me restait une année d'internat à faire à Lyon, j'avais choisi en 63, pour mon service militaire, l'hôpital antituberculeux, puisque la tuberculose était réglée et qu'il n'y avait rien à faire à cet hôpital. Et comme j'ai commencé à travailler ailleurs, j'ai pris la tuberculose qui était éradiquée. PRS streptoremiforme. Aujourd'hui, c'est la première pathologie mondiale. Le risque des épidémies est resté élevé. Personne ne pensait il y a 30 ans, lorsque j'étais chez Rhône Poulain, qu'on disait que l'infectieux s'était réglé entre les antibiotiques et les vaccins existants. On a oublié qu'est apparu le sida, puis le Zika, et puis l'Ebola, aujourd'hui qui nous rendent très humbles par rapport à l'émergence de nouveaux pathogènes. Donc les risques sont élevés. Vous assistez concomitamment à cela depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, à un phénomène d'antibiorésistance majeure, qui est certainement une des préoccupations premières de l'OMS aujourd'hui, des liens de plus en plus évidents entre l'infectieux et le cancer et les problèmes de nutrition, et puis frapper dans des pays, vous le souvent comme Haïti, qu'aujourd'hui ce pays, dans les bidonvilles d'Haïti, Carrefour ou Soleil, je travaille beaucoup avec le professeur Pape, la moitié des femmes de 30 ans dans ces bidonvilles sont obèses, par le seul changement nutritionnel dans les dernières années. C'est quand même quelque chose de très frappant, et je veux dire, en plus, ça se voit. Bon, je ne parle pas du vieillissement, parce que c'est un sujet qui me concerne, donc je suis ça très près. Je ne suis pas pour l'homme immortel, parce que je m'ennuierais beaucoup. Mais voilà, donc beaucoup de choses se passent. Vous avez évoqué le changement climatique, mais je le constate par les vecteurs qui sont en particulier le moustique tigre, qui est très heureux quand ça se réchauffe, et qui revient jusqu'à retrouver de la dingue à Montpellier, c'est quand même assez extraordinaire. Et qu'à Montpellier, ils remettent des chauves-souris pour bouffer le moustique. On en est là, hein. C'est donc un monde en pleine mutation. Alors face à cela, quelle vision de santé publique? Bon, la première, ça a été très bien dit par Georges, la clé c'est l'innovation. L'innovation avec des fantastiques opportunités technologiques, les technologies de l'information qui s'intègrent maintenant complètement avec la biologie, l'accès au big data, l'exploitation maximale, l'intelligence artificielle, autant de domaines que je ne comprends pas grand-chose mais qui sont absolument cruciaux. Dans le domaine diagnostique que je connais un peu mieux, la biologie moléculaire permettra de plus en plus rapidement, c'est-à-dire en moins d'une heure aujourd'hui, bientôt quelques minutes, de faire au pied du malade le diagnostic, surtout par panel syndromique, diagnostic de savoir si c'est une bactérie, si c'est un virus, et deuxièmement la sensibilité de la bactérie à tel ou tel antibiotique. C'est la réponse aujourd'hui pour l'urgence à ces phénomènes. Et puis il y a des potentiels dans d'autres domaines, on en parlait à la table
avec le patron du centre Léon Bérard, l'immunothérapie, les biothérapies changent quand même beaucoup d'opportunités dans le domaine du traitement de cancérologie. Et puis je ne pourrais pas ne pas citer l'importance de la vaccination à travers le monde et mon désarroi, c'est la partie je dirais, très pessimiste de mon individu, quand je vois que le pays de M. Pasteur est à 41% vaccino-sceptique. Et que vous avez aujourd'hui des épidémies de rougeole, on oubliait que la rougeole est mortelle. C'était quand j'étais jeune le fléau qui frappait l'Afrique. Aujourd'hui, on est tellement intelligent en France qu'il faut se méfier du pertussis, de la coqueluche, il faut se méfier de tout. Et qu'on arrive, je dirais, à une aberration de fausses nouvelles concernant la vaccinologie qui sont angoissantes. Deuxième paramètre qui me frappe beaucoup aujourd'hui et que j'ai vu parce que sur le terrain, c'est qu'il faut penser aujourd'hui santé globale et penser One Health, c'est-à-dire une santé. On voit de plus en plus que dans notre domaine, 70% des infections humaines sont d'origine animale, que pour traiter la résistance aux antibiotiques, si on s'occupe uniquement de l'homme et pas de l'animal, ça ne sert à rien, puisque vous avez encore beaucoup d'endroits où l'élevage se fait à coup d'antibiotiques et que vous avez donc une résistance qui se fait de facto parce que l'on avale, que vous avez un environnement de plus en plus difficile, en particulier les pays que j'ai évoqués, quand vous avez le problème de l'eau en amont parce que l'eau n'est pas potable, et puis en aval, les problèmes simplement des toilettes qui ne se posent pas. Et là, je vous parle d'expérience que j'ai vécue moi personnellement en Haïti. Nous sommes présents depuis 20 ans dans un pays qui m'est très proche. J'ai inauguré en 2009 un laboratoire, un très beau laboratoire qui a résisté au tremblement de terre et qui heureusement n'était pas dans l'axe du séisme. Mais je suis retourné pratiquement avec l'armée française quelques jours après le tremblement de terre d'Haïti. Et j'ai beaucoup travaillé avec le professeur Pape à l'hôpital, où nous faisons le laboratoire. Et on s'est rendu compte, ce qu'on oublie un peu chez nous, c'est que la première des urgences quand vous avez ces problèmes, c'est la sécurité physique. Parce que l'hôpital est envahi par 2000 types qui sont couchés à l'hôpital. Dès que vous avez 2000 personnes, vous avez automatiquement dans les camps spontanés une mafia qui s'organise. La mafia, c'est sauter la gamine quand elle veut de l'eau, enfin c'est devenu assez sordide. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est quand j'ai dit à Bill, je vais me coucher chez lui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider en priorité? Alors, comme je voyage de temps en temps dans des pays difficiles, j'ai des anciens du 11e choc qui sont avec moi, il me dit laisse-les-moi, et ils sont arrivés. C'est stupide ce que je veux dire, mais à remettre de l'ordre à l'hôpital, former le personnel, éradiquer les salopards qui étaient dans le camp, et on a pu travailler. Que tant que vous avez des salauds qui sont sur place, le médecin ne peut rien faire. C'est le cas aujourd'hui, pourquoi la polio revient au Pakistan, parce qu'on flingue les vaccinateurs, même chose au Boko Haram, au Nigeria, et même chose en Syrie, par la guerre, où la polio est revenue. Donc quand vous n'avez pas la sécurité physique, dans beaucoup de pays, elle est fondamentale, vous ne pouvez pas travailler médicalement. C'est bête, mais il faut savoir que ça existe. Deuxièmement, l'approche, elle doit être à la fois humaine et vétérinaire. J'étais frappé dans mon dernier voyage au Bangladesh, la rage est toujours à l'état endémique, véhiculée par les chiens des rues, et qui font quelque chose de très intelligent. Ils vaccinent systématiquement les enfants mordus, parce qu'il y a beaucoup de morsures, mais également ils ont mis en programme de vaccination systématique des chiens sauvages, avec une puce à l'oreille pour savoir qu'on ne les vaccine pas deux fois, qui est le seul moyen d'éradiquer la rage dans des pays où elle est à l'état endémique. Voir également ce que j'ai dit que lorsqu'on regarde la médecine globale, on est frappé de voir personnellement l'expérience d'Haïti, c'est qu'il y a trois paramètres. Il y a la médecine au sens très large du terme médical, le diagnostic, le vaccin, le soin, l'hospitalisation. Il y a le deuxième paramètre qui est le problème de la nutrition, de l'alimentation et le problème de l'eau, qui est un problème majeur dans ces pays. Et puis le troisième paramètre qui est indissociable, c'est l'éducation. Et si vous n'éduquez pas en même temps la population, vous retombez, je dirais, dans l'ornière du début. Donc c'est une approche santé globale pour moi qui représente la médecine, l'environnement et l'éducation qui est une des priorités qu'il y a aujourd'hui à travers le monde. Enfin, quelle conclusion on peut donner de tout ça? Je pense que notre pays et notre région et notre ville ont beaucoup contribué à une approche pasteurienne de la médecine à travers le monde, que nous sommes beaucoup d'entre nous opposés à une médecine à deux vitesses. C'est toute l'histoire de la médecine française et la noblesse de cette médecine.
Je crois qu'il faudra remobiliser plus nos acteurs, à la fois pour une action coordonnée et ce que je souhaite vraiment, une véritable diplomatie française en matière de santé publique. Nous avons des pages de gloire qui ont été données par la France, par les instituts Pasteur, à Paris et Outre-mer, par le service de santé des armées, dont on ne parle pas assez, et qui a fait un travail considérable avec ces jeunes médecins qui passaient 2 ans en Beauce. Et on arrive, je dirais, donc à... Il faut reprendre ce grand message, le revendre au sens noble du terme à l'extérieur, et puis se rappeler que Lyon aussi a une longue tradition. Lyon, je suis un peu grenoblois, je suis aussi Grenoble. Je connais moins l'Auvergne, mais ça viendra, j'en content. Et qu'on a une longue tradition dans le domaine de la santé, on a une recherche qui est de toute taille, un tissu industriel qui est bien, on sait travailler ensemble, on peut attirer des partenariats internationaux, comme on essaie de le faire, comme essaie de le faire Georges au niveau de l'OMS. Il faut renouer avec nos traditions, nous avons un hôtel-Dieu que j'aurais voulu différent, mais ça c'est pas la décision, qui porte vraiment les valeurs de la médecine et du social. À Lyon, c'est une belle histoire, et que pour nous, l'accueil des plus démunis va de pair avec l'éclosion de grands scientifiques. Parfois, quand le milieu de culture ça sèche un peu, on a appris à la réenrichir, à la rénover en réensemençant. De temps en temps, à Lyon, il faudrait peut-être réensemencer notre milieu de culture, ne jamais vivre sous son acquis, parce que quand on vit sous son acquis, on a un réveil très rapide et assez douloureux. Donc se remettre en question, réensemencer le milieu de culture lyonnais, et garder surtout l'espérance et la conviction que nous pouvons être utiles dans ce moment. Merci.